Bon, alors, bienvenue à la 41e vigile qu'on fait ici au Champ de Mars. Ça veut dire qu'il en reste 12 avant qu'on ait bouclé la boucle et on est passé 1 an ici au Champ de Mars. Alors, je vais inviter d'abord dans un premier temps les gens qui ont des textes à lire à venir les lire. Sinon, c'est moi qui vais faire mon feuilleton habituel. Et ensuite, ce sera la période ouverte au débat libre. Alors, il n'y a personne qui a de texte à lire. Tu as quelque chose? Oui. Ah. Non, je l'ai pas. Non, tu l'as pas. Bon. Non, tu l'as pas. Alors, c'est le feuilleton pour se réchauffer un peu. Alors, comme chaque semaine depuis le 12 novembre, je vous lis un article de l'art de la guerre de Sun Tzu, tel que traduit par le père Amyot en 1772. Résumé de l'article précédent. Il y a 9 changements aux circonstances qui doivent engager un bon général à déplacer son armée. La première, c'est si il se trouve dans un lieu marécageux ou des lieux étroits ou toute autre sorte de lieu dangereux, où il sent qu'il va rester coincé. Le deuxième, c'est s'il se trouve dans des lieux trop isolés. Le troisième, dans des lieux sans eau ou autre commodité. Le quatrième, si le général se trouve dans des lieux de mort, c'est-à-dire des lieux où l'armée risque de mourir à petit feu. À ce moment-là, il faut sortir et combattre. Le cinquième, s'il se trouve dans un lieu plein de défilés, où il risque une embuscade, il faut sortir de cet endroit-là sans attaquer. Mais si jamais on vous attaque, il faut riposter avec la dernière énergie. Et vous ne vous arrêtez que quand vous avez massacré toute l'armée ennemie. Et même quand vous l'avez massacré, restez sur vos gardes, on peut encore vous surprendre. La sixième, ne faites jamais le siège d'une ville bien fortifiée, même si cette ville-là est toute petite. Le septième, tout avantage obtenu sans aucun risque, même le plus petit, doit être pris. C'est-à-dire que dès que vous pouvez avoir un avantage et que vous ne courez aucun risque à le prendre, prenez-le, parce qu'il n'y a pas de petits avantages. Le huitième, avant de prendre tout avantage, vous risquez de perdre des choses, comparez les gains et les pertes que vous allez obtenir, et puis décidez. Ensuite, un général est le maître suprême sur le terrain. Il n'attend aucun ordre de celui qui l'a nommé à ce poste-là. Celui qui l'a nommé là, l'a nommé pour une seule raison, vaincre. Aussi, un bon général ne suit jamais un plan précis, ni même approximatif. Il s'adapte toujours aux circonstances présentes. Il sait distinguer les fausses pertes des vraies pertes, les faux avantages des vrais avantages. Il s'attend toujours aux situations les plus dures et les plus pénibles. Par ses qualités, il se tient au-dessus de la mêlée, au-dessus de ses hommes, mais il travaille sans cesse à développer le vice chez ses ennemis. Il se tient aussi, pour finir, à l'écart de 5 sortes de dangers. Une trop grande témérité, qui le pousserait à mourir pour rien, une trop grande prudence, qui ferait qu'on le coincerait et puis qu'il se ferait avoir, une colère trop vive, qui le ferait agir trop vite, un sens de l'honneur trop pointilleux, qui aussi le ferait agir à mauvais escient, et surtout une trop grande compassion pour ses hommes. Sans être trop dur avec eux, il doit les soumettre à un effort constant. En tout, donc, un bon général doit être équilibré. Maintenant, l'article 9 de la distribution des moyens. Sun Tzu dit « Avant que de faire camper vos troupes, sachez dans quelle position sont les ennemis. Mettez-vous au fait du terrain et choisissez ce qui leur a de plus avantageux pour vous. On peut réduire à 4 points principaux ces différentes situations. 1. Si vous êtes dans le voisinage de quelques montagnes, gardez-vous bien de vous emparer de la partie qui regarde le nord. Occupez au contraire le côté du midi. Cet avantage n'est pas d'une petite conséquence. Depuis le penchant de la montagne, étendez-vous en sûreté jusque bien avant dans les vallons. Vous y trouverez de l'eau et du fourrage en abondance. Vous y serez égayé par la vue du soleil, réchauffé par ses rayons. Et l'air que vous y respirez sera tout autrement salubre que celui que vous respireriez de l'autre côté. Si les ennemis viennent par derrière la montagne dans le dessein de vous surprendre, instruits par ceux que vous aurez placés sur la cime, vous vous retirez à loisir, si vous ne vous croyez pas en état de leur faire tête, ou vous les attendrez de pied ferme pour les combattre, si vous jugez que vous puissiez être vainqueur sans trop risquer. Cependant, ne combattez sur les hauteurs que lorsque la nécessité vous y engagera. Surtout, n'y allez jamais chercher l'ennemi. 2. Si vous êtes auprès de quelque rivière, approchez-vous le plus que vous pourrez de sa source. Tâchez d'en connaître tous les bas-fonds et tous les endroits qu'on peut passer à gré. Si vous avez à la passer, ne le faites jamais en présence de l'ennemi.
Mais si les ennemis plus hardis ou moins prudents que vous veulent en hasarder le passage, ne les attaquez point, que la moitié de leurs gens ne soit de l'autre côté. Vous combattrez alors avec tout l'avantage des 2 contre 1. Près des rivières même, tenez toujours les hauteurs, afin de pouvoir découvrir au loin. N'attendez pas l'ennemi près des bords. N'allez pas au-devant de lui. Soyez toujours sur vos gardes, de peur qu'étant surpris, vous n'ayez pas un lieu pour vous retirer en cas de malheur. 3. Si vous êtes dans des lieux glissants, humides, marécageux et malsains, sortez-en le plus vite que vous pourrez. Vous ne sauriez vous y arrêter sans être exposé aux plus grands inconvénients. La disette des vivres et les maladies viendraient bientôt vous y assiéger. Si vous êtes contraint d'y rester, tâchez d'en occuper les bords. Gardez-vous bien d'aller trop avant. S'il y a des forêts aux environs, laissez-les derrière vous. 4. Si vous êtes en plaine, dans des lieux unis et secs, ayez toujours votre gauche à découvert. Ménagez derrière vous quelque élévation, d'où vos gens puissent découvrir au loin. Quand le devant de votre camp ne vous présentera que des objets de mort, ayez soin que les lieux qui sont derrière puissent vous offrir des secours contre l'extrême nécessité. Tels sont les avantages des différents campements. Avantages précieux, d'où dépend la plus grande partie des succès militaires. C'est en particulier parce qu'il possédait à fond l'art des campements que l'empereur jaune triompha de ses ennemis et soumit à ses lois tous les princes voisins de ses États. Il faut conclure de tout ce que je viens de dire, que les hauteurs sont en général plus salutaires aux troupes que les lieux bas et profonds. Dans les lieux élevés même, il y a un choix à faire, c'est de camper toujours du côté du midi, parce que c'est là qu'on trouve l'abondance et la fertilité. Un campement de cette nature est un avant-coureur de la victoire. Le contentement et la santé, qui sont la suite ordinaire d'une bonne nourriture prise sous un ciel pur, donnent du courage et de la force aux soldats, tandis que la tristesse, le mécontentement et les maladies l'épuisent, l'énervent, le rendent pusillanime et le découragent entièrement. Il faut conclure encore que les campements près des rivières ont leurs avantages qu'il ne faut pas négliger et leurs inconvénients qu'il faut tâcher d'éviter avec un grand soin. Je ne saurais trop vous le répéter, tenez le haut de la rivière, laissez-en le courant aux ennemis. Outre que les gués sont beaucoup plus fréquents vers la source, les eaux en sont plus pures et plus salubres. Lorsque les pluies auront formé quelques torrents, ou qu'elles auront grossi le fleuve ou la rivière dont vous occupez les bords, attendez quelque temps avant que de vous mettre en marche. Surtout, ne vous attardez pas à passer de l'autre côté. Attendez pour le faire que les eaux aient repris la tranquillité de leur cours ordinaire. Vous en aurez des preuves certaines si vous n'entendez plus un certain bruit sourd, qui tient plus du frémissement que du murmure, si vous ne voyez plus d'écume surnager, et si la terre ou le sable ne coule plus avec l'eau. Pour ce qui est des défilés, des lieux entrecoupés par des précipices et par des rochers, des lieux marécageux et glissants, des lieux étroits et couverts, lorsque la nécessité ou le hasard vous y aura conduit, tirez-vous-en le plus tôt qu'il vous sera possible. Éloignez-vous-en le plus tôt que vous pourrez. Si vous en êtes loin, l'ennemi en sera prêt. Si vous fuyez, l'ennemi poursuivra et tombera peut-être dans les dangers que vous venez d'éviter. Vous devez encore être extrêmement en garde contre une autre espèce de terrain. Il est des lieux couverts de broussailles ou de petits bois. Il en est qui sont pleins de hauts et de bas, où l'on est sans cesse ou sur des collines ou dans des vallons. Défiez-vous-en. Soyez dans une attention continuelle. Ces sortes de lieux peuvent être pleins d'embuscades. L'ennemi peut sortir à chaque instant vous surprendre, tomber sur vous et vous tailler en pièces. Si vous en êtes loin, n'en approchez pas. Si vous en êtes près, ne vous mettez pas en mouvement que vous n'ayez fait reconnaître tous les environs. Si l'ennemi vient vous y attaquer, faites en sorte qu'il ait tout le désavantage du terrain de son côté. Pour vous, ne l'attaquez que lorsque vous le verrez à découvert. Enfin, quel que soit le lieu de votre campement, bon ou mauvais, il faut que vous en tiriez parti. N'y soyez jamais oisif, ni sans faire quelques tentatives. Éclairez toutes les démarches des ennemis. Ayez des espions de distance en distance, jusqu'au milieu de leur camp, jusque sous la tente de leur général. Ne négligez rien de tout ce qu'on pourra vous rapporter. Faites attention à tout. Si ceux de vos gens que vous avez envoyés à la découverte vous font dire que les arbres sont en mouvement, quoique par un temps calme, concluez que l'ennemi est en marche. Il peut se faire qu'il veuille venir à vous. Disposez toutes choses. Préparez-vous à le bien recevoir. Allez même au-devant de lui. Si l'on vous rapporte que les champs sont couverts d'herbes et que ces herbes sont fort hautes, tenez-vous sans cesse sur vos gardes. Veillez continuellement de peur de quelque surprise. Si l'on vous dit qu'on a vu des oiseaux attroupés voler par bandes sans s'arrêter, soyez en défiance. On vient vous espionner ou vous tendre des pièges. Mais si, outre les oiseaux, on voit encore un grand nombre de quadrupèdes courir la campagne, comme s'ils n'avaient point de gîte, c'est une marque que les ennemis sont aux aguets.
Si l'on vous rapporte qu'on aperçoit au loin des tourbillons de poussière s'élever dans les airs, concluez que les ennemis sont en marche. Dans les endroits où la poussière est basse et épaisse sont les gens de pied. Dans les endroits où elle est moins épaisse et plus élevée sont la cavalerie et les chars. Si l'on vous avertit que les ennemis sont dispersés et ne marchent que par peloton, c'est une marque qu'ils ont eu à traverser quelques bois, qu'ils ont fait des abattis, qu'ils sont fatigués. Ils cherchent alors à se rassembler. Si vous apprenez qu'on aperçoit dans les campagnes des gens à pied, des hommes à cheval aller et venir, dispersés çà et là par petites bandes, ne doutez pas que les ennemis ne soient campés. Tels sont les indices généraux dont vous devez tâcher de profiter, tant pour savoir la position de ceux avec lesquels vous devez vous mesurer que pour faire avorter leurs projets et vous mettre à couvert de toute surprise de leur part. Et en voici quelques autres auxquels vous devez une plus particulière attention. Lorsque ceux de vos espions qui sont près du camp des ennemis vous feront savoir qu'on y parle bas et d'une manière mystérieuse, que ces ennemis sont modestes dans leur façon d'agir et retenus dans tous leurs discours, concluez qu'ils pensent à une action générale et qu'ils en font déjà les préparatifs. Allez à eux sans perdre de temps. Ils veulent vous surprendre. Surprenez-les vous-même. Si vous apprenez au contraire qu'ils sont bruyants, fiers et hautains dans leur discours, soyez certains qu'ils pensent à la retraite et qu'ils n'ont nullement envie d'en venir aux mains. Lorsqu'on vous fera savoir qu'on a vu quantité de chars vides précéder leur armée, préparez-vous à combattre, car les ennemis viennent à vous en ordre de bataille. Gardez-vous bien d'écouter alors les propositions de paix ou d'alliance qu'ils pourraient vous faire. Ce ne serait qu'un artifice de leur part. S'ils font des marches forcées et qu'ils croient courir à la victoire, s'ils vont et viennent, s'ils avancent en partie et qu'ils reculent autant, c'est qu'ils veulent vous attirer au combat. Si, la plupart du temps, debout et sans rien faire, ils s'appuient sur leurs armes comme sur des bâtons, c'est qu'ils sont aux expédients, qu'ils meurent presque de faim et qu'ils pensent à se procurer de quoi vivre. Si, passant près de quelques rivières, ils courent tous en désordre pour se désaltérer, c'est qu'ils ont souffert de la soif. Si leur ayant présenté l'appât de quelque chose d'utile pour eux, sans cependant qu'ils aient su ou voulu en profiter, c'est qu'ils se défient ou qu'ils ont peur. S'ils n'ont pas le courage d'avancer, quoi qu'ils soient dans les circonstances où il faille le faire, c'est qu'ils sont dans l'embarras, dans les inquiétudes et les soucis. Outre ce que je viens de dire, attachez-vous en particulier à savoir tous leurs différents campements. Vous pourrez les connaître au moyen des oiseaux que vous verrez attroupés dans certains endroits. Et si leurs campements ont été fréquents, vous pourrez conclure qu'ils ont peu d'habileté dans la connaissance des lieux. Le vol des oiseaux ou les cris de ceux-ci peuvent vous indiquer la présence d'embuscades invisibles. Si vous apprenez que dans le camp des ennemis, il y a des festins continuels, qu'on y boit et qu'on y mange avec fracas, soyez-en bien aise. C'est une preuve infaillible que leurs généraux n'ont point d'autorité. Si leurs étendards changent souvent de place, c'est une preuve qu'ils ne savent à quoi se déterminer et que le désordre règne parmi eux. Si les soldats se groupent continuellement et chuchotent entre eux, c'est que le général a perdu la confiance de son armée. L'excès de récompense et de punition montre que le commandement est au bout de ses ressources et dans une grande détresse. Et si l'armée va même jusqu'à se saborder et briser ses marmites, c'est la preuve qu'elle est aux abois et qu'elle se battra jusqu'à la mort. Si leurs officiers subalternes sont inquiets, mécontents, et qu'ils se fâchent pour la moindre chose, c'est une preuve qu'ils sont ennuyés ou accablés sous le poids d'une fatigue inutile. Si dans différents quartiers de leur camp, on tue furtivement des chevaux, dont on permet ensuite de manger la chair, c'est une preuve que leurs provisions sont sur la faim. Telles sont les attentions que vous devez à toutes les démarches que peuvent faire les ennemis. Une telle minutie dans les détails peut vous paraître superflue, mais mon dessein est de vous prévenir sur tout et de vous convaincre que rien de tout ce qui peut contribuer à vous faire triompher n'est petit. L'expérience me l'a appris, elle vous l'apprendra de même. Je souhaite que ce ne soit pas à vos dépens. Encore une fois, éclairez toutes les démarches de l'ennemi, quelles qu'elles puissent être, mais veillez aussi sur vos propres troupes. Ayez l'œil à tout, sachez tout. Empêchez les vols et les brigandages, la débauche et l'ivrognerie, les mécontentements et les cabales, la paresse et l'oisiveté. Sans qu'il soit nécessaire qu'on vous en instruise, vous pourrez connaître par vous-même ceux de vos gens qui seront dans le cas, et voici comment. Si quelques-uns de vos soldats, lorsqu'ils changent de poste ou de quartier, ont laissé tomber quelque chose, quoique de petite valeur, et qu'ils n'aient pas voulu se donner la peine de la ramasser, s'ils ont oublié quelque ustensile dans leur première station, et qu'ils ne le réclament point, concluez que ce sont des voleurs, punissez-les comme tels. Si dans vos armées, on a des entretiens secrets, si l'on y parle souvent à l'oreille ou à voix basse, s'il y a des choses qu'on n'ose dire qu'à demi-mot, concluez que la peur s'est glissée parmi vos gens, que le mécontentement va suivre et que les cabales ne tarderont pas à se former. Hâtez-vous d'y mettre ordre.
Si vos troupes paraissent pauvres et qu'elles manquent quelquefois d'un certain petit nécessaire, outre la solde ordinaire, faites-leur distribuer quelques sommes d'argent, mais gardez-vous bien d'être trop libéral. L'abondance d'argent est souvent plus funeste qu'elle n'est avantageuse, et plus préjudiciable qu'utile. Par l'abus qu'on en fait, elle est la source de la corruption des cœurs et la mère de tous les vices. Si vos soldats, d'audacieux qu'ils étaient auparavant, deviennent timides et craintifs, si chez eux la faiblesse a pris la place de la force, la bassesse celle de la magnanimité, soyez sûrs que leur cœur est gâté. Cherchez la cause de leur dépravation et tranchez-la jusqu'à la racine. Si, sous divers prétextes, quelques-uns vous demandent leur congé, c'est qu'ils n'ont pas envie de combattre. Ne les refusez pas tous, mais en l'accordant à plusieurs, que ce soit à des conditions honteuses. S'ils viennent en troupe vous demander justice d'un ton mutin et colère, écoutez leurs raisons, ayez-y égard, mais en leur donnant satisfaction d'un côté, punissez-les très sévèrement de l'autre. Si, lorsque vous aurez fait appeler quelqu'un, il n'obéit pas promptement, s'il est longtemps à se rendre à vos ordres, et si, après que vous aurez fini de lui signifier vos volontés, il ne se retire pas, défiez-vous, soyez sur vos gardes. En un mot, la conduite des troupes demande des attentions continuelles de la part d'un général. Sans quitter de vue l'armée des ennemis, il faut sans cesse éclairer la vôtre. Sachez lorsque le nombre des ennemis augmentera. Soyez informés de la mort ou de la désertion du moindre de vos soldats. Si l'armée ennemie est inférieure à la vôtre, et si elle n'ose pour cette raison se mesurer avec vous, allez l'attaquer sans délai. Ne lui donnez pas le temps de se renforcer. Une seule bataille est décisive dans ces occasions. Mais si, sans être au fait de la situation actuelle des ennemis, et sans avoir mis ordre à tout, vous vous avisez de les harceler pour les engager à un combat, vous courez le risque de tomber dans ces pièges, de vous faire battre et de vous perdre sans ressources. Si vous ne maintenez pas une exacte discipline dans votre armée, si vous ne punissez pas exactement jusqu'à la moindre faute, vous ne serez bientôt plus respecté, votre autorité même en souffrira, et les châtiments que vous pourrez employer par la suite, bien loin d'arrêter les fautes, ne serviront qu'à augmenter le nombre des coupables. Or, si vous n'êtes ni craint ni respecté, si vous n'avez qu'une autorité faible et dont vous ne sauriez vous servir sans danger, comment pourrez-vous être avec honneur à la tête d'une armée? Comment pourrez-vous vous opposer aux ennemis de l'État? Quand vous aurez à punir, faites-le de bonne heure et à mesure que les fautes l'exigent. Quand vous aurez des ordres à donner, ne les donnez point, que vous ne soyez sûr que vous serez exactement obéi. Instruisez vos troupes, mais instruisez-les à propos. Ne les ennuyez point, ne les fatiguez point sans nécessité. Tout ce qu'elles peuvent faire de bon ou de mauvais, de bien ou de mal, est entre vos mains. Dans la guerre, le grand nombre seul ne confère pas l'avantage. N'avancez pas en comptant sur la seule puissance militaire. Une armée composée des mêmes hommes peut être très méprisable quand elle sera commandée par tel général, tandis qu'elle sera invincible, commandée par tel autre. Merci. Bon, maintenant le débat libre est ouvert. Est-ce que des gens qui veulent, oui, mais des gens qui veulent parler de choses et d'autres? Pablo Lugo, avant de commenter un article que je viens de publier, je voudrais demander aux gens qui ne sont pas intéressés. Vous pouvez l'appeler? Oui. C'est ça, je vous répète que Vigile, non, c'est vrai, Vigile c'est pour un spectacle. On vient ici, par respect à un sait que nous fait une lecture. Alors, si on vient ici, c'est pour participer, en écoutant ou en parlant, je ne sais pas, mais pas pour faire des réunions dehors de notre site, s'il vous plaît. Sinon, restez chez vous. Merci beaucoup. Voilà, j'ai écrit un article sur une critique que j'ai fait à la manifestation qui va se faire aujourd'hui devant le Centre-Ville. Puis moi, je qualifie, moi je suis québécois, je qualifie tous les Québécois, moi aussi, d'ignorants puis de jaloux. C'est pour ça qu'on n'a pas fait l'indépendance jusqu'à maintenant. De jaloux? Jaloux, on chiale pour tout. Au lieu de trouver des solutions, on chiale. Puis moi j'ai fait la comparaison lorsque le peuple juif a quitté l'Égypte, puis pendant 40 ans était perdu, c'est la même chose qu'on a jusqu'à maintenant. Par la même raison, l'ignorance,
puis j'allais tout le temps. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire de Moïse, puis peu importe. Puis, il y a une bonne nouvelle la semaine passée, sauf que était en anglais. Il y a cette nouvelle, jamais vous la trouverez en français. Aujourd'hui, je l'ai vu juste dans le devoir, mais juste un petit extrait. Il parlait sur le Jamaïque. Puis moi, je parle depuis un mois sur Hugo Chávez. Je pense que l'influence de Hugo Chávez va arriver jusqu'ici au Québec. Okay? Hugo Chávez a dit on participe plus à la OEA, Organisation des États américains, puis on va créer la CELAC, la Communauté des États latino-américains et des Caraïbes. Puis ça a influencé Jamaïque de dire à la figure de gouverneur général, c'est fini, on ne veut plus de la reine, on va devenir une république. Okay? Puis, alors j'ai fait la ressemblance, j'ai fait le lien entre Jamaïque. C'est vrai que Jamaïque c'est un pays, mais on aussi on peut faire ça. On peut commencer avec l'élection gouverneur. Puis les gens, c'est pour cette raison que je critique l'éducation. On est des ignorants parce qu'on a une éducation médiocre. Actuellement, j'ai fait des cours de sciences politiques à l'Université Laval. Je pense que j'ai croisé juste un professeur de Tran jusqu'à maintenant, excellent professeur. La plupart sont des médiocres, qui ont un côté llamé M. René Lévesque, un politicien, puis c'est sans hâte, on peut dire ça. Ça veut dire c'est sans orgueil, un orgueil d'être avec des grands personnages politiques, mais ils nous enseignent rien. Il dit, écoute Pablo, pour faire sortir la reine du Canada, du Québec, il faut un référendum dans chaque province, puis il faut que le Premier ministre soit d'accord. Je dis non, c'est pas vrai ça. C'est pas vrai parce que regarde, pourquoi faire un référendum? Lorsque on a fait un référendum, à partir de 1794, on était obligé à rentrer au Canada. Jamais on a fait un référendum pour dire, hey, le Québec, est-ce que vous êtes d'accord pour rentrer au Canada? C'est ça, alors pourquoi on doit accepter ça? Lorsque on a eu une constitution en 1982, c'est ça la question que je critique sur l'éducation. On enseigne juste le côté de une médaille, la même chose les médias. Il faut informer les deux côtés de la médaille. C'est possible. Aujourd'hui, si nous, je toujours dis, si nous faisons, je suis d'accord qu'on est des pacifistes, ok, on va faire la révolution à l'style Gandhi. Okay? Qu'est-ce qu'on fait? On va juste acheter des produits québécois. Ok? Puis on va boycotter tous les produits canadiens. C'est comme ça qu'on va arriver à la souveraineté. Mais les gens attendent quoi? Un Messi, on attend un référendum. Moi, je pense qu'on va continuer à tourner en rond, comme l'a fait le peuple juif. Et c'est ça, je critique Centre-Ville. Pourquoi? Parce que ce qu'on demande, c'est avoir un entraîneur qui parle français. Mais qu'est-ce que... Écoute, jamais, je suis... Même à la télé, j'ai regardé un match de hockey. Pas parce que je déteste le hockey, mais en Colombie, j'ai regardé pas le soccer. Parce que c'est une mafia, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est la société de spectacle. Pour moi, le hockey, se peut finir au Québec, je m'en fous. C'est une bonne nouvelle le jour que le hockey disparaît de notre nation. C'est vrai, parce que les gens vont s'apercevoir des bonnes nouvelles, les vraies nouvelles, l'indépendance. Pour moi, le hockey, c'était un empêchement à l'indépendance. Okay. Alors, est-ce qu'on va avoir un entraîneur qui parle québécois, mais à l'intérieur, on peut chanter des chansons en anglais, on peut apporter juste des drapeaux canadiens. J'ai fait la critique de Saco Pueblo, un ancien joueur de hockey. Et c'était un dur pour les Québécois, mais écoute, jamais parler français. C'est ça, alors, d'une part, on est des ignorants parce qu'on vise mal l'ennemi. L'ennemi, c'est pas d'aller protester devant Centre-Ville, c'était boycotter les produits Molson. Okay, mais j'ai mis, on a 65 bières québécois faites ici.
il y a 16 entreprises québécoises. Moi, la bière que je prends, c'est l'Alchimiste. Je suis heureux d'avoir à Joliette un lieu pour trouver la bière québécoise. Voilà. La deuxième chose, c'est... C'est ça. C'est nous faire respecter comme Québécois. Le jour où nous soyons fiers d'être Québécois, parce qu'on cherche tout le temps que les anglophones, les immigrés, non, c'est toujours la faute de nous les Québécois. Okay? Moi, chaque fois que, depuis dimanche, je m'en vais à 5 ans, il y a une personne qui me parlait toujours en anglais. Je dis, puis moi je faisais la blague, je dis, je comprends pas. Et puis il me disait, en quelle langue je vous parle? Je dis en espagnol parce que je sais qu'il ne parlait pas espagnol. Et on est à Québec. Si vous voulez avoir mon argent, mon amitié, il faut que vous me parlez en français. Alors c'est possible que les anglophones parlent notre langue. Ok? Si mettons un immigré, pourquoi on les parle un immigré en anglais? Hein? Puis parfois il y a des gens qui me disent, Pablo, mais tu as beaucoup d'accent. Moi je m'en fous de l'accent. Sauf que j'ai des immigrés, sauf que j'ai vu ce qu'ils parlent en français. Et c'est ça. Il faut viser l'ennemi, c'est ça. Je reviens, être fier d'être québécois. On demande toujours en français, boycotter tous les produits canadiens. Et voilà. Merci beaucoup. Merci, Pablo. Les gens veulent répondre ou parler? Je vais, en fait, je ne veux pas répondre à Pablo, excusez-moi. Je vais abonder dans son sens d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il faut faire une distinction quand on a un sport national entre un sport qu'on pratique, et ça, je suis tout à fait d'accord avec ça, et qu'on pratique le hockey, et qu'on joue dans les ruelles, et qu'on joue sur les patinoires, des choses comme ça, et le fait de s'écraser devant sa télé, et de regarder le hockey qu'on nous offre et qu'on nous préfabrique et qu'on nous prémarche. Et effectivement, il y a un problème là. Et bon, je répéterai pas ce que Pablo vient de dire. Je pense que bon, il y a eu des rires quand on disait le hockey, l'indépendance s'oppose. Je pense qu'il faut couper le hockey en deux affaires. Le hockey en tant que sport national dont on est fier, hockey pratiqué par des Québécois, dans lequel les Québécois sont bons, et un produit pré-mâché dont les Américains contrôlent à peu près tous les tenants et les aboutissants, et qui nous offrent, et nous on est baba devant ça et on réagit pas devant ça. En tout cas, ça c'est ma position. Et sur la question de l'inculture et des choses comme ça, mais ça, je vais encore défendre malheureusement le pauvre Québec. Oui, je suis d'accord. Pour ignorance, il faut aussi faire les distinctions entre les savoirs ancestraux, là, ça Charles Hamel en avait déjà parlé avec moi, et les connaissances politiques et les connaissances des tenants et des aboutissants, les ramifications de toutes les compagnies, des choses comme ça. Nous sommes maintenus systématiquement dans l'ignorance de ces choses-là. Et on est maintenus aussi dans une peur de manquer d'argent, ce qui fait que oui, on va acheter les produits Molson plus que les bières québécoises parce que sont moins chères. C'est tout. Et ça va toujours jouer sur cette affaire-là. Il y a une peur de manquer des choses. Et oui, et les gens vont aller chez Walmart, même si Walmart, c'est une compagnie absolument à vomir, parce que c'est moins cher. Et ils vont dire, on n'a pas les moyens de faire autrement. Et oui, ça peut être ça. Hein? C'est ça. Walmart va dire, on achète des produits québécois. Oui, ils vont se mettre une couleur québécoise pour camoufler certaines affaires. Mais oui, mais le problème qu'on a autant dans le mouvement indépendantiste que pour la société au complet, je pense que on peut presque faire d'ici un microcosme et élargir au mouvement indépendantiste, ensuite élargir la population québécoise. Il y a le problème de la coordination. Il faut qu'on soit coordonné, il faut qu'on ait une vision des choses et qu'on s'entende dessus. Si tout le monde a l'impression d'avoir la solution au problème et que tout le monde dit ben, « écoutez-moi, c'est moi qui ai la solution au problème », on n'y arrivera jamais à se coordonner et à aller dans le même sens. Et c'est ça le défi, selon moi, de 2012, c'est de travailler à amener des idées sur la table, à écouter les idées des autres et à essayer de, je sais pas comment, et effectivement on cherche un messie, pourquoi? Parce que le messie c'est la seule personne qui va nous dire la vérité et à partir de là on va savoir, ok, tant qu'on écoute cette personne-là, tout va bien, tout est beau, c'est la solution simple. Et c'est une solution qui nous a toujours paralysés. Et il faut passer à un autre stade. Comme je l'ai dit il y a de très nombreuses semaines, il faut tous être des messies d'une certaine manière. Il faut tous être des porteurs de l'indépendance du Québec et tous se dire on est des morceaux d'un casse-tête et on est des éléments de la solution. On n'est pas toute la solution et on a besoin de tous les autres pour arriver à quelque chose. Et il faut écouter tout le monde et avancer ensemble. Mais je ne sais pas encore
la clé de comment, j'ai pas d'idée, personnellement, s'il y en a qui en ont, amenez-les. J'ai pas d'idée de comment se coordonner, mais la clé, c'est la coordination, et la clé, c'est le mot d'ordre. La clé, c'est d'être d'accord tous à aller dans le même sens et à y aller en masse, parce qu'il y a des solutions qu'on peut apporter, mais il faut que tout le monde le fasse. S'il y en a 3 4 qui le font dans un coin, ça donnera jamais rien. Il faut qu'on ait des masses critiques de 10 000 personnes qui appliquent la même politique dans le même sens. Merci. Denis, t'as quelque chose à dire. Je le sens dans ton œil. Vas-y, réponds. Dis-nous les étapes. Découragé. J'ai lu un article de Stéphane Laporte aujourd'hui qui dépassait beaucoup. Il s'indignait un peu du fait que ça a pris la nomination d'un entraîneur unilingue anglais pour déclencher, c'est comme l'océan qui a fait déborder la tasse. Et parce que ça fait tellement longtemps on est comme des mollusques. Hein? Je sais pas l'histoire de l'évolution, comment ça a pris de temps à se monter une vertèbre puis de se tenir debout, mais le peuple québécois, ça ressemble à ça un peu. Après 16 ans je veux pas encore prendre la défense, après 16 ans d'anesthésie générale par les médias, la concertation de la presse, Jessica, Cogeco et télévision, radio compris, on entend le même message de la part de nos compatriotes qu'on entend dans ces médias-là. Et moi, ça m'exaspère un peu parce qu'on perd l'histoire du Québec. La première révolution, elle s'est faite au Forum. La première révolution du Québec, ça a été la révolution de Maurice Richard. Mais en arrière de ça, du congédiement de Maurice Richard pour les finales, il y avait toute la discrimination qui existait déjà au niveau de la Ligue nationale au sujet des francophones. Et ça n'a jamais arrêté. Les ennemis n'ont jamais cessé de tirer. L'assimilation, le génocide des francophones, c'est une histoire qui existe. Et écoute, on parle de ça depuis 1950, 1960. On remonte à Pierre Bourgault, on remonte dans n'importe quel livre d'histoire, tu vas trouver l'histoire du génocide des francophones depuis qu'ils nous ont crissé le Canada dans la gorge, dans le feu et dans le sang. C'est de même que ça s'est bâti, ce pays-là. Puis il n'arrête pas, là, il n'arrête pas encore, ça continue à tous les jours. À tous les jours, on est attaqué, on se fait voler, on se fait mentir, on contrôle l'information, on chloroforme le peuple à coups de messages médiatiques. Moi, je rouvre la télévision, j'entends, le monde ne veut plus rien savoir de ça dans l'indépendance. Ben là, je regarde, c'est la Radio-Canada. Je m'excuse. Là, je change de poste. Ça me prend 20 postes avant d'en trouver un qui parle français. Comme la radio, d'ailleurs. J'embarque dans mon char. J'essaie de trouver un poste que ça parle français, de la musique française, de la musique québécoise. J'ai de la misère. Je suis chez nous. Puis je me fais bombarder d'anglais. Je me fais bombarder sur toutes les bases. C'est pas vrai. On est des racistes. C'est rendu que tu fais juste affirmer le fait que tu veux vivre chez vous, en français, t'es un radical, t'es un extrémiste, t'es un anglophone, hey, t'es pas correct de parler français chez vous. Puis ça, là, ça se vérifie à tous les jours. Je suis monté à Laval, il y a pas longtemps, j'ai baissé ma fenêtre parce que moi, je suis le même, j'ai pas de GPS. Quand je suis perdu, je demande mon chemin au monde sur le bord du chemin. Puis je me suis fait répondre à 3 reprises. I don't speak French. C'est pas sorry, I don't speak French, c'est I don't speak French. C'est comme si c'est moi qui n'ai pas à ma place chez nous. Fait que là c'est quoi que ça va prendre pour se bâtir une petite colonne? C'est quoi que ça va prendre, là? Tu sais, à un moment donné, je m'en fous, moi, là que tu la jettes sur Walmart, ton steak, ou au métro, mais tu sais, je sais pas, fais un petit peu de push-up, fais-toi-en une colonne, ça n'a pas d'allure. On sait plus qu'est-ce que ça va prendre. Et ça, là, c'est juste le début. Le début, là, c'est le début des affrontements. On a beau parler de toutes sortes d'affaires, mais à un moment donné, il faut en arriver à dire assez, c'est assez. Puis pour le dire, c'est des actions.
c'est plus les paroles, c'est plus du placotage. On peut en faire des petites réunions dans nos cuisines, dans nos salons. Si on a plus les moyens, on va louer une grosse salle. Mais c'est festif, tu sais, on n'a pas... on se rencontre pour faire la fête, on se rencontre pas vraiment. On parle d'indépendance. C'est une affaire qui se parle à la tête froide. C'est pas du nerf en bouteille, du nerf c'est pas ça que ça prend. Là, on est déjà anesthésié. Les pellules, je pense qu'ils sont à la veille de retrouver des traces d'antidépresseurs dans l'eau du robinet, tellement qu'il y en a. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça fait que, tu sais, à un moment donné, c'est quoi que ça prend pour réveiller? C'est-tu... faut-tu absolument que la situation devienne explosive? Je suis rendu que je pense que oui. C'est plate, là, je suis un gars pacifique, comme la plupart de mes compatriotes, sauf qu'il y a des limites à se laisser piler dessus, à se laisser bafouer. Les soufflets, là, gantés de hargne, nous viennent autant d'Ottawa que de Québec. C'est la conspiration. Depuis Charest, c'est l'anglicisation, la dépossession. On y goûte toutes les... C'est quoi que ça va nous prendre avant de dire, hey, tu sais, moi, j'ai hâte qu'il se passe de quoi. Puis, je suis pas tout seul, j'espère. Parce que là, je suis découragé. Je suis découragé. Je me lève, là, je suis pas capable de... Je suis obligé de téléphoner à mes chums pour avoir un peu d'encouragement puis me dire, ben là, on prépare ça sur ce bord-là, on prépare ça là. Parce que si j'ai pas cet encouragement-là, je me dis, Christ, quand je m'informe aux citoyens, l'indépendance, j'entends le même message que j'entends à la radio et à la télévision depuis 16 ans. Ça a fini par leur laver le cerveau. Fait que là, c'est quoi que ça prend pour ça prend comme un genre de bac. Comment ils appellent ça, nos amis, les anglophones? Un backwash, faire un ménage, là, faire une purge, s'éclairer la tête et dire, hey, on va-tu finir par se tenir debout? Ben non, je vais rester tout seul dans mon armée. Je m'en fous. Même si je suis tout seul dans mon armée, je vais rester tout seul dans mon armée, mais ils m'auront pas. J'ai hâte qu'on soit plusieurs, forcément. Merci. Bravo! Réal Mathieu. Je pense que j'en ai déjà parlé quand j'habitais Terrebonne, là, la rivière des Mille-Îles, là. Il y a un barrage pour contrôler le niveau d'eau. Et sur le barrage, il y a des panneaux d'information à propos d'un poisson qui s'appelle... Avant, il s'appelait le suceur cuivré. Maintenant, il l'appelle le chevalier cuivré. Ça fait moins tapette. Mais c'est un poisson qui est en voie de disparition. Puis dans la rivière des Mille-Îles, c'est un poisson qui existe uniquement au Québec. Et ces aires de nidification sont très localisées. Il y en a 3 ou 4 dans la région de Montréal, puis il y en a un à Terrebonne. Et puis là, il nous explique que ce poisson-là est en voie de disparition, il faut le protéger. Puis là, il y a des organismes qui ont été fondés, qui sont subventionnés. Il faut sauver le suceur cuivré. Mais nous autres, les Québécois, OK, il y a une machine assimilatrice qui a été construite et on est la cible. On est en voie de disparition si, comme dit mon ami Denis, on ne réagit pas. OK? Maintenant, la réaction, c'est vrai, quand il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ne veulent plus rien savoir de l'indépendance, c'est parce que j'ai ma petite explication. Il y a eu le Parti québécois qui a été élu en 1976. Il y avait des milliers de militants, hein, très impliqués dans ces années-là. Le Parti québécois a été élu. Yes! L'affaire est dans le sac. OK? On va passer à la loi 101, puis on va faire un référendum, puis on va être indépendant. Il y a eu un référendum, puis on l'a perdu. Puis en 95, il y en a eu un autre. Les gens, ils pensent que parce qu'il va y avoir des petits bouts de papier dans une boîte de tôle, 50% plus 1, que l'affaire est dans le sac. Donc, les militants, ils ont arrêté de militer, ils sont retournés regarder la télévision. Là, ils sont sur occupation double. Et, mais quand les gens ils disent qu'ils veulent rien savoir de l'indépendance, je pense qu'ils veulent rien savoir d'une autre défaite. OK? Les gens, actuellement, là, tu leur parles d'un référendum, ils tournent le dos, là, mais il y a quelque chose de sain là-dedans.
si on réfléchit correctement, là, au baseball, il y a 3 strikes. Hein? Strike 1, strike 2, strike 3, t'es mort. On a eu 2 référendums. Si on perd le 3e, on va, là, descendre dans le fond du baril. Ça va être fini. Ça va être le début de la louisianisation parce que aux 2 premiers référendums, on a vraiment perdu des pouvoirs et des droits qu'on avait à l'intérieur du système canadien. Entre autres, le droit de veto, par exemple. Bon. Donc, les gens, ils ne veulent pas perdre un 3e référendum. Ils ont raison, c'est leur instinct de survie qui leur dit qu'il ne faut pas faire un référendum quand on n'est pas en position de force pour le gagner. Bon. Qu'est-ce qu'on fait devant cette situation-là? La façon de remobiliser les gens, ça ne passe donc pas par des grands manifestes sur l'indépendance nationale, des grandes déclarations, des grands discours, même pas des grandes manifestations. Quand on est 3000, c'est rendu qu'on est tout excité. Mais, tu sais, il y a déjà eu des manifestations de 100 000 personnes à Montréal. Là. Donc, il faut trouver la fibre sensible qui va faire que les gens vont se remobiliser sans avoir peur de subir une autre défaite. Et souvent, les mouvements sociaux, là, c'est... il y a des signes annonciateurs des mouvements sociaux. Et souvent, ça se passe du côté des artistes et dans le sport. Le sport, je ne sais pas si vous le savez, mais le sport, c'était inventé pour éviter des guerres. Ah ouais. Les gens vont s'affronter dans une joute, puis bon, il y a un gagnant, un perdant, mais on peut se reprendre, puis donc, c'est pour exprimer souvent l'instinct guerrier, puis ça évite des guerres entre nations. On s'en compte dans des arènes. Maurice Richard, comme tu as dit tout à l'heure, a été annonciateur de la Révolution des années 60, la Révolution tranquille, qui a fait que l'État du Québec est apparu très fort. Nationalisation de l'électricité, de l'éducation, du système de santé, des affaires sociales, prise de contrôle partiel de l'immigration, etc. Bon, la Révolution tranquille, on sait c'est quoi. Là, depuis la défaite du 2e référendum en 95, on a continué à se faire pressuriser. Là, l'esprit est pas mal compressé. Et puis là, il arrive cette affaire-là de nommer un entraîneur unilingue anglais qui impose sa langue de travail aux journalistes. Les gens, là, ils ont vu là-dedans un casus belli, OK, où tu peux pas vraiment perdre. Tu as une chance de gagner. Une chance de gagner en faisant renvoyer ce coach-là, en imposant notre langue, notre culture. Et si on perd, bien, les chances sont minces qu'on perde. C'est bien parti l'affaire. Mais même si on perdait, ce serait pas grave. Tu sais, un jour ou l'autre, il va y avoir un autre coach canadien-français qui va revenir. Mais les gens ont vu là-dedans une lutte qui était gagnable. C'est important de ne pas s'attaquer à des montagnes. Hein? Quand tu es rendu un peu faible, t'es mieux de prendre une petite lutte, puis la gagner, puis on s'en choisir une autre un peu plus grande, puis la gagner, puis aller de petite victoire en petite victoire, plutôt que de vouloir une grande bataille que tu vas perdre. Donc les gens ont vu là-dedans une bataille qu'on peut gagner. Puis là, les journalistes sportifs, c'est des Québécois, là. Ils sont écœurés d'être obligés de poser des questions en anglais à un coach, puis après ça, être obligés de traduire pour écrire leurs articles ou passer à la radio, à la télévision, etc. Donc, les journalistes sportifs québécois ont bien réagi. En particulier Régent Tremblay, qui fait une job excellente. Et puis il y a d'autres anciens joueurs de hockey comme Bob Sirois, vive Bob Sirois. Il passe souvent à la radio ces jours-ci. Alors, donc, cette bataille-là, pour que le français s'impose au Centre Bell, c'est une bataille qui est gagnable. Et puis, je souhaite, comme toi, que ce soir, ça brasse. Pour montrer que on se tient debout, puis on va les affronter, puis on les lâchera pas. Jeff Molson, on va essayer d'y écrire une page d'histoire comme Campbell. OK?
Jeff Molson, ce soir, c'est notre héros. C'est comme Harper. OK? Harper, il fait une bonne job. Harper, il nous écœure cet été. Tous les semaines, il en sort une nouvelle. Là, Jeff Molson, il nous écœure. À un moment donné, on va être assez écœuré, ça va péter. Parce que là, le ressort est vraiment compressé. Alors, merci, Jeff, merci, comment il s'appelle son prénom? Steven, merci Steven. Et souhaitons qu'il nous écœure encore plus. Parce que nous autres, on est des hypersensibles, mais la population québécoise... Des émotifs, oui. Il y a je ne sais pas qui, un sociologue ou quoi, un politicien qui a dit une fois que les Québécois, ils n'ont pas d'opinion politique, ils ont juste des émotions. Et il y a beaucoup de vérité là-dedans. Là, on est dans les émotions, c'est annoncé dans une lutte au niveau du sport. Il y a des artistes qui vont embarquer, il y a des artistes déjà qui sont très embarqués. Si vous avez eu l'occasion d'aller voir le show des apartistes, quand c'est rendu que des humoristes, soit dans le Bye Bye 2011, ou dans des shows d'humoristes, quand c'est rendu qu'on parle ouvertement du vol des ressources naturelles par le gouvernement du Québec, puis les entreprises multinationales ou les entreprises comme Desmarais, Power Corporation, etc., quand c'est rendu que ce qu'on disait l'automne passé, on passait pour des extrémistes, puis là, c'est rendu que c'est monnaie courante dans des shows d'humour. 4 millions qui ont regardé le bye-bye. Ouais, c'est ça. L'an dernier, je vous rappelle que il y a eu une manifestation au Carré Dominion en plein hiver. C'était quoi le prétexte? Je me rappelle même plus. Les affaires sociales. Non, mais la grosse bannière là, qu'on a mis en hiver, en tout cas. Oui, c'est ça. C'était un gaz de schiste aussi. Bon, il y a eu une grosse manifestation qui partait du Carré Dominion. Il y a eu une bannière d'installer entre deux arbres. La bannière, elle avait 18 pieds de large par 20 pieds de haut. Ça marquait « Charest, voleur, dégage ». C'était extrémiste, là. Personne n'avait osé traiter Charest de voleur. OK? Il y a des militants du RN qui l'ont fait. OK? Après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a des gens... Il y a une quantité incroyable de personnes qui ont filmé cette bannière-là puis qui l'ont photographiée, puis on la trouve facilement sur Internet. Okay? Après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Ça a continué de circuler. Il y a eu une campagne pour démoraliser les libéraux. Il y a eu une campagne électorale dans Kamouraska. Il a perdu. Le mot s'est passé qu'on les a traités de voleurs. Et c'est rentré dans l'inconscient collectif. Et à un moment donné, même, Pauline Marois est arrivée à l'Assemblée nationale, elle a dit « Vous volez les ressources naturelles. » Tabarnak. C'est rendu que la chef de l'opposition utilise le langage des extrémistes. Parce que quand nous autres, on avait dit ça, je vous rappelle qu'à l'Assemblée nationale, ça a été dénoncé comme... le PQ appuie Vigile financièrement, puis Vigile retransmet le message des extrémistes felkistes. Bon, on est rendu à un point... on est rendu à un point où tout le monde sait que le gouvernement libéral nous vole, puis les humoristes en font leur fou gras. Et vraiment, le Bye Bye 2011, c'était... en plein dans le mille. Puis, il n'y a pas de poursuite. Personne n'est poursuivi. Il y a eu un gars qui a été poursuivi pour avoir traité la compagnie Gaztem de voleur, parce que Gaztem, il creuse des puits pour le gaz de schiste, et sous prétexte que c'est en période d'exploration, il extrait du gaz, ils le vendent, puis ils payent 0 à d'avance. Ils sont en exploration depuis 7-8 ans. Bon. Alors, il y a Hugo Lapointe, à un moment donné, qui a dit « Gaztem, vous êtes des voleurs ». Il a été poursuivi par Gaztem au civil pour diffamation. Ils ont perdu leur cause. Là, c'est lui qui est poursuivi pour les avoir attaqués dans une poursuite Bayon. Ils vont gagner, puisqu'il y a déjà un jugement qui dit que c'était une poursuite Bayon. Okay? Donc, Hugo Lapointe, après Pauline Marois, c'est Hugo Lapointe qui a osé les traiter de voleurs. Maintenant, c'est les humoristes qui les traitent de voleurs. C'est rendu, là, c'est bien intégré. Les Québécois savent que le Parti libéral, c'est des voleurs. Il faut les sortir. En mobilisant les gens sur des causes comme ça, l'identité nationale,
le Français au Centre Bell. Les Indiens, on est indignés, OK? Le vol des ressources naturelles, en mobilisant les gens sur des thèmes comme ça, on peut les ramener dans la lutte, parce que c'est des luttes qui peuvent être gagnées. Un référendum, quand tu n'as pas le bon rapport de force, tu vas le perdre, surtout avec les machines qu'on a à affronter. Je voulais ramener où avec ça? Qu'est-ce que je disais juste avant? J'ai perdu le fil. Le gars de la pointe. Bon, oui, ben c'est ça. Garder l'espoir. C'est ça. En mobilisant les gens sur des choses où ils sont sensibles, c'est-à-dire l'identité nationale et leur intérêt. Leur poche. OK? J'aime ça, donner l'exemple des jeunes aujourd'hui. La génération qui les a précédés, dans beaucoup d'entreprises, il y avait d'excellents fonds de pension. Il y avait le régime des rentes du Québec, etc., qui avait été fondé. Mais les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas de fonds de pension. Puis le régime des rentes du Québec, c'est eux autres qui vont payer nos rentes. OK? Fait que les jeunes aujourd'hui sont mal pris, là. Les jobs payantes sont plus rares, les jobs syndiqués sont plus rares. Puis les jobs avec des fonds de pension, c'est rendu rare comme de la marde de pape. Donc, les jeunes, s'ils veulent défendre leur intérêt et s'ils veulent préserver leur identité nationale, il faut qu'ils reviennent dans la lutte. Puis on se rend compte que sur le gaz de schiste, sur le pétrole, sur le plan Nord, les gens s'impliquent. Mais si on leur parle de faire l'indépendance puis de perdre un autre référendum, ça les écœure. Donc, il faut trouver les thèmes rassembleurs, unificateurs. Et je pense qu'un des meilleurs, c'est le vol des ressources, puis l'autre, c'est l'identité nationale. Le Parti libéral du Québec, c'est un parti d'intérêt. Les gens qui rentrent là-dedans, c'est pour leur intérêt privé. Les autres partis qui existent dans le camp indépendantiste, c'est des partis d'intérêt aussi. Mais c'est des partis qui défendent l'intérêt national, l'intérêt de tous les Québécois. Et c'est ça que... C'est là que les jeunes sont plus accrochés. Parce qu'on leur dit, pense à ton avenir, tu vas avoir des enfants, ça va te coûter les yeux de la tête. À chaque mois, il y a des nouvelles taxes qui arrivent. Puis on se fait dire qu'on est pauvre. Charest, cette année, il a coupé 800 millions dans l'éducation puis la santé. Puis ils nous disent qu'on est pauvre. On a 4 000 milliards de barils de pétrole dans le sous-sol de l'île d'Anticosti. C'est à nous autres. On pourrait sortir 70 de redevances là-dessus, comme en Norvège. Ils ont vendu ça à 10 cents d'hectare, avec des redevances ridicules de 4 ou 6 ils viennent de les augmenter. Là. Donc, il faut que les jeunes ils comprennent que s'ils veulent avoir un avenir intéressant dans un pays immensément riche comme le Québec, en ressources naturelles et en talent aussi, en matière grise, ben, il faut qu'ils luttent pour leurs intérêts nationaux, parce qu'il y en a plusieurs intérêts. Donc, je pense que c'est par ce biais-là qu'on peut accrocher le plus de gens. Là, je vais passer aussi la plainte de l'histoire du vol des ressources. Il y a une plainte qui a été déposée à la Sûreté du Québec par le groupe MCN 21 et une trentaine de personnes. On a été déposé une plainte de vol de biens publics à la Sûreté du Québec et ça a été reçu et bien accueilli par l'escouade Marteau qui va enquêter là-dessus. Comme ils vont enquêter sur le plan Nord, c'est sorti cette semaine. Donc, il ne faut pas perdre d'espoir. Bonjour Sylvain, un orateur qui vient d'arriver. Il ne faut pas perdre d'espoir. Les gens sont... Je pense que la roue s'est remise à tourner. Puis les mobilisations vont se faire. Puis on continue le combat. Je voudrais rajouter une petite affaire. Parce que là, on parle, dans le fond, là, on est pour aller à la manifestation contre l'entraîneur, contre, dans le fond, l'anglicisation du camp des Canadiens. Mais ce qui touche les jeunes, c'est beaucoup l'environnement, c'est beaucoup justement leurs études qui ont des augmentations qui n'ont pas de sens. Puis ça les touche eux. Par contre, ils sont beaucoup plus ouverts à l'immigration, peut-être que nous, ou peut-être on le serait aussi si ça serait pas que c'est
l'immigration massive qu'on a depuis quelques années, avec des coupures pour les intégrer, les coffees puis tout ça, ça a été coupé. Ils s'assimilent beaucoup à l'anglais. Fait que ça touche peut-être une autre tranche de la population que les jeunes, parce qu'eux sont plus ouverts, c'est correct, là. Sauf que nous, on voudrait bien aussi pouvoir bien les accepter, mais c'est difficile parce que on sent qu'on est en train de se faire noyer comme peuple de Québécois de souche. Ça peut être l'air raciste ce que je dis là, mais voyez, tu vois comment on se sent, hein? Tu sais, qu'est-ce que tu disais tantôt, là, on se sent raciste quand on parle des affaires comme ça. Mais moi, c'est ce que je ressens face à l'immigration qui rentre à plus de 55 000 par année, et qu'on est rendu je sais pas combien. Puis quand c'est le temps de voter pour notre pays, ben, ils votent contre nous. C'est nous qui les faisons vivre en partie. Vous savez, parce que là, OK, peut-être il y en a qui sont déjà sur le marché du travail, mais il y en a beaucoup qui ne se trouvent pas de travail. Pourquoi? Parce que leurs diplômes ne sont pas reconnus, puis toutes sortes de choses. Fait que ça, moi, je trouve que c'est un clou sur lequel le Parti québécois ne fasse pas assez. Il a d'ailleurs accepté facilement le 55 000 par année. Ça, moi, j'ai eu de la misère à le prendre. Fait que, en tout cas, c'est ça que je voulais dire. Bravo. C'est une autre tranche de la population. C'est bon, c'est beau. Bonjour mes amis. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle et heureuse année 2012. Année, évidemment... La dernière. La dernière. Eh oui. C'est la fin du monde. Tous mieux en rire qu'en pleurer, hein? Alors profitez-en, buvez, mangez, faites ce que vous voulez, parce que c'est la dernière. Hein, on pourrait faire l'indépendance avant la fin du monde, hein? Une couple de mois. Avec les élections, on vote Marois ou un autre parti, peu importe. On fait l'indépendance, on pousse Charest dehors et on fait l'indépendance. Ça serait une solution extraordinaire. Au moins, on l'aurait faite avant la fin du monde. Bravo pour nous. Cette nouvelle année qui commence doit être une année qui nous permette de repartir sur de bonnes bases. Des bases solides. Des bases qui devront être celles pour notre nation. Des bases qui nous permettent de forger demain. On parle beaucoup de 2012 étant la fin des temps. C'est bien sûr une bonne blague que les Mayas nous ont fait et que notre monde est encore ici et sera encore là pour plusieurs années et de nombreux siècles. Mais avant que nous disparissions de cette planète, il faudrait quand même que nous puissions accomplir collectivement ce que nous devions accomplir. Et ce que nous devions accomplir, c'est de bâtir notre nation, de la faire naître. Elle n'est pas née, cette nation, comme un fœtus qui se refuse de naître, étant au sein de sa mère, arrachée il y a très longtemps, et dont la mère adoptive s'en fout royalement. Et nous allons fêter d'ailleurs sa représentante dans célébrer, ben, c'est pas nous, hein, c'est le Canada qui va célébrer en grande pompe cette année, évidemment 2012, comme étant le 60e anniversaire de Sa Majesté la Reine d'Angleterre, Reine du Canada. Babette. Eh oui, Bébête qui aura ses 60, donc le 60e de Bébête, évidemment, de cette illustre souveraine. Le 60e du couronnement. Ah oui, ben oui, du couronnement, évidemment, de jubilé. C'est le jubilé. Alors, sur ce, nous allons faire quoi? Alors, nous devrons prendre, évidemment, des décisions et s'organiser pour répondre de la bouche de nos canons. Eh oui, de nos canons verbaux, de nos canons médiatiques, par les médias sociaux et par des rassemblements, évidemment. Nous pourrons faire savoir qu'elle n'est pas le bienvenu au Canada et qu'elle ne représente... Au Canada, ben, le reste du Canada fera ce qu'ils veulent, mais au Québec, elle n'est pas le bienvenu au Québec. Et pour plusieurs
les Canadiens aussi, beaucoup de Canadiens ne sont pas nécessairement très royalistes, on pourrait dire. Et tant mieux, s'ils sont devenus républicains, c'est à nous de le devenir. Alors, tout simplement qu'elle n'est pas devenue, elle n'est pas le bienvenu, parce qu'elle ne représente rien, elle ne représente qu'un passé lointain, et que l'avenir appartient à nous, le peuple. Le peuple qui doit se prendre en main, qui doit cesser, une fois pour toutes, d'être soumis à un ordre qui n'est pas le sien, et qui ne vient pas du peuple, qui n'est pas issu du peuple. Et c'est ça la souveraineté. Cette grande idée qui est la liberté doit s'appliquer, doit se faire et s'exercer par le peuple. Et c'est en cette année 2012 que nous devons le faire. Probablement qu'il y aura des élections cette année. Des élections ici au Québec. Peut-être que Charest ne le fera pas immédiatement après la période de l'hiver. Il va peut-être les faire en automne. Peut-être, on ne sait pas. Attend-il un scabreux rapport pour ne pas déclencher rien et laisser dormir le bon peuple et tout simplement distrait par la Coupe Stanley ou par quelque autre subterfuge qui nous pourrait nous distraire de l'importance de ce que nous devons faire ici, maintenant. C'est parce que notre action qui doit être celle de l'action, de la praxis, une action qui amène à quelque chose. Nous formons beaucoup d'espoir avec les médias sociaux, avec les rassemblements, c'est bien, mais dans votre communauté, chez vous, dans votre entourage, que pouvez-vous faire? Posez-vous la question. Que puis-je faire pour améliorer ma société? Que puis-je faire pour l'amener à devenir libre, devenir responsable d'elle-même? Que puis-je faire? Bien, il y a des multitudes de choses que nous pouvons faire. Nous ne sommes pas d'accord avec l'anglicisation de notre société. Eh bien, il faut le faire savoir. Il faut s'impliquer dans les organismes qui défendent cette idée qu'il faut défendre notre langue, défendre cette juste cause, qui est la diversité culturelle, la diversité des langues. Notre langue a le droit d'exister, c'est une grande langue, une langue internationale, et elle ne doit pas être le rejeter. Il a plusieurs niveaux. Un niveau que nous parlons dans la famille, celui familier du Québécois, mais elle n'est pas à rejeter non plus. J'ai fait dans une rencontre dans les vacances de Noël avec quelqu'un qui m'a parlé de cette langue. Cette langue que nous parlons, il a appelé le joual. Le joual est un niveau de langue, tout simplement. C'est pas à dénigrer. C'est une langue de poésie. Cette personne m'a dit simplement cela. La langue française que nous parlons ici au Québec, ce niveau de langue que beaucoup rejettent, c'est une langue de poésie. Et tout simplement, que je lui ai rappelé, il ne le connaissait pas malheureusement, Gaston Miron. Quelqu'un qui connaît que la langue française est une langue de poésie, la langue française issue du Québec, issue du terroir, est une langue de poésie. Quand il me dit, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la personne là, c'est intéressant ça. Là. Il y a comme une affirmation de plus. Cette personne-là, qui est là dans le présent. C'est cette langue que nous avons. Et c'est là qu'il est intéressant de faire des liens avec d'autres langues qui appartiennent à l'univers de l'humanité. Et que nous avons cette richesse. Et c'est ça que nous devons être fiers. Cette richesse, cette couleur que nous partageons avec l'humanité. Il ne faut pas la dénigrer. Il ne faut pas en être honteux. Souvent, beaucoup de gens disent, si nous ne parlons pas le français, un français international, sans accent, avec une bonne diction, eh bien, nous ne méritons pas d'être indépendants. Nous devons en rester des serviteurs ou de vils de porteurs d'eau, comme étaient nos ancêtres. Dans les forêts, couper du bois, être des bons bûcherons, des bons travailleurs, mais ne pas aspirer à être des patrons. Hein? Ne pas aspirer
à vouloir prendre des responsabilités. Et non, nous ne parlons pas un français correct. Alors, beaucoup d'immigrants se disent, ils ne parlent pas le bon français. Alors, qu'est-ce que j'aurais à faire d'apprendre cette langue? Cette langue existe. Cette langue est un niveau de langage, tout simplement. C'est une langue qui vient de très, très, très loin. Des rois de France. Ce n'est pas rien. Quand on y pense à deux fois, là, quand on réfléchit, et lorsqu'on connaît notre histoire, lorsqu'on connaît ces auteurs qui ont forgé notre langue, quand on pense à des Gaston Miron, à des Michel Tremblay, ces gens ou à des Claude Meunier, qui ont travaillé la langue, qui l'ont adaptée, qui l'ont fait quoi? Charcuter, rapailler, comme dirait Miron. Et c'est ça la richesse que nous avons. Nous n'avons pas à être honteux de cela. Et nous pouvons bien sûr parler d'autres langues. L'anglais est une belle langue. Elle a plusieurs niveaux. Vous n'avez qu'à aller aux États-Unis ou dans le Canada, dans le fin fond de l'Ontario, et vous allez voir différents niveaux de langue. Il n'y a pas un anglais très... je veux dire, il y a un anglais international, propre. Vous pouvez l'entendre à des émissions, à BBC. Vous allez avoir un anglais impeccable, avec un accent british, très noble, hein? Très marquant. Et vous avez l'anglais des bas-fonds, des rues, de la misère, l'anglais des États-Unis, dans les parties les plus pauvres. Il y a différents niveaux. Et est-ce qu'ils ont honte, eux, de leur langue? Je ne crois pas. Je crois qu'ils savent que c'est des niveaux de langue. La langue reflète des niveaux sociologiques, des appartenances à une société, à une classe. C'est ça que nous devons revoir. Revoir nos pensées. Revoir ce que nous devons faire. Il n'y a pas de honte à parler sa langue. La parler et l'aimer. Ce que nous allons faire tout à l'heure, en ce 7 janvier 2012, je pèse mes mots, évidemment, car c'est un événement. Nous reprenons un combat qui a longtemps été celui de nos ancêtres, les Canadiens français et les Québécois dans la Révolution tranquille. Ce combat pour la langue, pour le respect de soi-même. Lorsque nous voyons des entreprises privées nier ce droit, le droit au respect, le droit de cette responsabilité qu'il y a envers nous, envers notre patrimoine. Nous existons ici depuis 400 ans. Ce n'est pas rien. Et ça demande le respect. Lorsque nous voyons des compagnies, à ce moment-là, se foutre royalement du fait français ici, en engageant des unilingues anglophones, nous n'avons rien contre eux personnellement. Nous n'avons contre cette façon de faire qui est irrespectueuse, qui ne tient pas compte du milieu dans lequel où ils font des affaires. C'est là le problème. Et c'est là ce que nous dénonçons ce soir, lorsque le Canadien de Montréal et les Molson font comme affront aux Québécois. C'est là que nous devons réagir et dire non. Non, nous n'avons pas perdu. Nous ne sommes pas morts. Mes chers, nous ne sommes bien vivants. Nous sommes bien vivants. Nous sommes ici pour nous faire entendre. Et ce doit d'être clair qu'ici, c'est en français que ça se passe. Il n'y a pas de compromis à faire. Comme ça se passe en Espagne, en espagnol. Comme ça se passe en allemand, en Allemagne. Comme ça se passe en Norvège, en norvégien. Comme ça se passe en finlandais, en Finlande. Je prends l'exemple de ces petits pays dont leur langue n'est parlée que par quelques millions de personnes, mais dont la fierté peut se faire entendre et peut se faire sentir aux Jeux olympiques, de part des champions et leurs athlètes gagnant des médailles, remportant pour leur pays de grandes victoires.
Cette année, c'est une année olympique. Malheureusement, le Québec n'est pas là. Il n'y a pas ces grands champions dont nous pourrions être fiers. Nous pourrions dire ceci, ces gens-là qui ont gagné des médailles d'or, des médailles d'argent, des médailles de bronze, ou qui ont fait belle figure. Ce sont des Québécois. Et le drapeau, le fleur-de-lysée, flottant dans les Jeux olympiques, et entendre notre hymne national, qui n'est pas encore choisi, que nous devrons inventer, ou que nous devrons sortir des boulamites. Cet hymne national pourrait être entendu de par le monde. C'est avec de l'imagination que nous pouvons créer demain. C'est avec de l'imagination que nous pouvons trouver des solutions à nos problèmes. Toutes les solutions sont dans l'univers. Tous les problèmes également. Mais nous avons les moyens de les régler. Nous avons les moyens de trouver, de solutionner tout problème. Il n'y a rien d'impossible à l'être humain. Il n'y a rien d'impossible à ce que nous voulons faire et ce que nous voulons accomplir dans la vie. Si nous le voulons vraiment, mes amis. Rien n'est impossible. Même l'indépendance du Québec. Merci. Bravo. Quelle belle chute. Quelle belle chute de texte. Bonjour, Julien Bonnier. Je voulais juste répondre à Jean-Claude Sylvain qui vient de dire quelque chose qu'il ne pensait pas, mais qu'il a entendu. C'était par rapport aux gens qui disent pourquoi j'apprendrais le français au Québec puisqu'ils sont même pas capables de le parler sans accent. Exactement. Je pense que c'est juste une raison pour justifier leur mépris envers nous autres. Parce qu'une langue sans accent, ça n'existe pas, selon moi. En tout cas, j'en connais pas personnellement. Tu l'as très bien dit, les États-Unis n'ont pas le même accent du tout que les British. Les Français de Marseille n'ont pas le même accent que les Parisiens, ni que du Nord-Calais, ou peu importe. Donc, je crois que cet argument-là, c'est juste pour justifier le mépris du peuple dont ils refusent d'apprendre la langue. C'est tout. Oh. C'est un tremblement de terre avec réplique. Une petite réplique de 10 secondes à mon ami Jean-Claude. C'est que quand les immigrants arrivent ici, on leur donne des cours de français. Le gouvernement paye pour ça, c'est-à-dire nous. Bien sûr, bien sûr. Oui, mais c'est que les professeurs ont comme ordre de leur donner des cours à la française pour qu'eux autres ils puissent voyager à l'international. Et on leur dit carrément, si on vous demande comme les Québécois, vous ne pourrez pas vous faire comprendre à l'extérieur du Québec. Bon, un autre réplique. C'est ça, comme je viens de dire, l'éducation est tellement médiocre qu'on voit juste la qualité d'une médaille. Lorsqu'on quitte l'école, il y a déjà un mépris contre les Québécois. On dit, hey, il parle très mal, puis regarde, il dit défendre la langue. Au lieu d'avoir de bons professeurs qui nous expliquent la putain histoire québécoise pour nous dire, écoute, on parle aussi la langue de bois, non, les joueurs, c'est ça, c'est pas un mépris contre la langue, c'est comme, même en Colombie, si je dis, il faut que je pèse les mots avant de parler au nord de la Colombie, parce que c'est le même espagnol, mais la connotation c'est différente. Alors je reviens toujours à la même chose, il faut que les immigrés aussi apprennent notre histoire, pour qu'on sorte lorsqu'on quitte l'école, parce que c'est vrai, on dit à quoi ça sert apprendre une langue, comme on l'apprend à l'école, si on est obligé à parler québécois, parce que c'est ça, ici on parle pas français, on parle québécois, puis les gens ne comprennent rien. Alors c'est une bonne idée d'expliquer aux gens qu'il y a les joueurs. C'est pas un mépris contre la langue, c'est pas mal parler, c'est une façon comme on le fait ailleurs aussi. Thierry Vincent, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vais conclure. Charles, tu as le texte du truc. Je vais conclure aussi en disant, je vais reprendre un peu ce que Réal Mathieu a dit.
effectivement, des actions, bon, l'exemple était très bon là, du fait de traiter charret de voleur. Il faut que ça commence quelque part, puis il faut que des messages commencent quelque part, et ça prend des actions plus ponctuelles pour lancer des messages, et ensuite ça se répand dans le reste de la population. Ça, c'est une action, c'est une chose à faire, et c'est une chose à continuer. Dans cette veine-là aussi, il faut développer une ambition au Québec. Je trouve qu'on n'est pas assez ambitieux au niveau de nos désirs et de nos besoins. Une fois qu'on sera battu pour qu'il y ait un entraîneur francophone, est-ce qu'on peut aller se battre ensuite pour que à la Caisse de dépôt et de placement, ça ne parle qu'en français, qu'à la Banque nationale, ça ne parle qu'en français, et continuer, on dit OK, on a une petite victoire, une autre, on continue. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a différentes sortes de combats qu'on doit combiner. Je parlais de coordination, mais il y a aussi différents combats dans nos vies individuelles qu'on doit faire. Il y a prêcher par l'exemple, évidemment. Il y a le fait de mener des actions. Et il y a le fait aussi qu'il y a une espèce de projet à très long terme qu'il faut faire. Et là aussi, il faut être ambitieux. Il faut refondre d'une certaine manière une certaine identité québécoise pour en faire quelque chose de plus... Ben, je n'ai que le mot ambitieux en tête, mais avoir des désirs et vouloir y croire. On a trop été élevé et éduqué dans une espèce de vision un peu réfrénée. Ah non, là, tu vas trop loin, t'en demandes trop, non, c'est trop cher, c'est trop beau, c'est trop grand. Non, on veut du grand, on veut du beau, on veut du rêve en couleur. Bon, t'en as fumé du bon, je l'ai entendu toute ma vie. On n'en peut plus, là. Là, on peut tout aérer, ouvrir, élargir, penser à long terme aussi. Oui, les actions ponctuelles, oui, les petites affaires, mais en même temps, commencer à développer à long terme et commencer à faire, avoir grand et avoir très, très grand. Bon, à moins qu'il y ait d'autres interventions, je vais fermer là-dessus. Ça va? Oui, oui. Bravo. Alors, c'est la déclaration. Nous sommes arrivés à ce qui commence. Lorsqu'un gouvernement élu par le peuple cesse d'agir dans l'intérêt de celui-ci, ignore délibérément et obstinément les réclamations légitimes de celui-ci, croyant gagner à l'usure, par le mensonge et l'abus de son autorité, ce qu'il ne peut obtenir dans la transparence et l'honnêteté la plus élémentaire, les citoyens et citoyennes de ce peuple ont le devoir et la responsabilité de le destituer. Dans tous les régimes démocratiques du monde, le mécontentement populaire à l'égard d'un gouvernement et de ses politiques peut et doit s'exprimer à l'occasion d'élections périodiques. Mais le statut équivoque et indéterminé du Québec dans le système fédéral canadien réclame des actions résolument distinctes de la part de ses citoyennes et citoyens. C'est à défaut d'appartenir concrètement, légalement, constitutionnellement au Canada que le Québec peut et doit, en des temps de crise majeure comme ceux que nous traversons, exercer une autorité inédite et sans précédent. En décidant d'agir, de révoquer ceux qui nous gouvernent, malgré toutes les réserves que commande une démocratie que nous estimons et respectons plus que tout, le Québec fonde par le fait même son indivisible appartenance, une et inaliénable, laquelle s'inscrit dans les limites historiquement et politiquement reconnues de son territoire. Nous sommes arrivés à ce qui commence. Bravo.